Et ensuite vient le temps de l'interview. Alors pour l'interview, il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que vous allez toujours préparer votre contenu du point de vue du client. Je vais vous demander de noter ça. On prépare notre interview du point de vue du client. Je reçois souvent des demandes d'interview. En partie parce que depuis qu'Olivier Roland a publié une vidéo sur son blog qui dit une des très bonnes façons d'obtenir du contenu facilement pour votre blog et de vous faire connaître, c'est d'aller interviewer des gens. Donc depuis qu'il a fait ça, les demandes d'interview partout sur Internet se sont multipliées par 50 ou par 100. Et parmi les demandes d'interview que je reçois souvent, je pose la question en retour, quelles vont être les questions que vous avez prévues? Et souvent, ces questions-là tournent autour des mêmes choses. C'est bonjour, pouvez-vous présenter votre parcours? Quels produits vous vendez? Comment vous êtes arrivé là? Alors, il peut y avoir de la valeur à raconter une histoire. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un intérêt de temps en temps dans notre contenu à raconter une histoire. Mais est-ce que vous imaginez payer, disons, 300, 400, 997 € pour un produit où les trois questions essentielles auxquelles on trouve réponse, c'est « Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Quel est votre parcours et quels sont vos diplômes? Et qu'avez-vous à vendre ?» Qui ici achète? 997 €? Non? Bon, ben, je ne vais pas enregistrer ce produit. Dommage, s'il y avait eu preneur, c'est encore un sondage. Hein. S'il y avait eu preneur, j'enregistrerais ce soir. Donc, ce produit-là, il est fait du point de vue du vendeur. Il n'a aucun intérêt. Poser les questions du point de vue du client, c'est se dire, OK, si mon client était face à cet expert-là, ensuite vous pouvez donner à quelqu'un d'autre la tâche de vous interviewer pour votre produit aussi, ça peut être un bonus intéressant. Si mon client était face à l'expert, quelles seraient les questions essentielles qu'il pourrait poser? Je vais vous donner quelques modèles de questions que je vais vous demander de noter et je vais vous donner à chaque fois l'exemple concret. Donc là, elle m'a transmis les questions qu'elle a posées. Je pense que c'est les questions pour le fameux Jean-Pierre. Et je vais vous donner le modèle et ensuite la façon dont elle a adapté les types de questions. Mais tout d'abord, ces questions-là sont issues d'un guide qui s'appelle le guide de l'interview, je change de prononciation à chaque fois, le guide de l'entrevue réussie. Ce guide de l'interview réussie, c'est un guide au format PDF, c'est un produit d'information que je ne vends pas, que j'ai fait pour le donner aux gens qui me proposent une interview pour leur blog. Que j'aime pas. Mon objectif, à l'origine, c'était de me dire, si quelqu'un va m'écouter pendant 45 minutes en audio, sans s'endormir, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit dynamique. Donc, je vais faire un petit guide sur ce que moi je juge être nécessaire pour une interview et je vais le donner à ces intervieweurs en leur disant, voilà comment préparer votre truc, revenez vers moi avec une interview qui soit solide. Et donc, en fait, elle a conçu son interview avec ça. Donc, si ça vous intéresse, qu'est-ce que ça intéresse? Je peux vous transmettre. Donc, je vous transmettrai en PDF le fameux guide de l'interview réussie. Donc, première chose que vous devez avoir dans votre interview, c'est définir l'objectif. Objectif. Ça doit être dit à haute voix. Donc, vous pouvez le mettre sur une des pages de notes. Il va y avoir 7-8 éléments. Donc, vous devez vous connaître l'objectif. Quel va être l'objectif du client? Un exemple. Découvrir comment obtenir et comprendre les réactions des clients pour adapter notre communication et mieux vendre. Autrement dit, quel est l'objectif pédagogique de cette interview que je réalise? Même si je ne vais pas utiliser l'interview en tant que transcription, en tant qu'audio dans mon produit d'information, que je vous recommande quand même de faire, mais si vous condensez l'info après, il faut savoir ce que vous voulez extirper comme info. Première question à poser dans une interview. Ce n'est pas la question « Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?» En fait, c'est vous qui allez faire la présentation de l'expert. Donc, c'est une information à obtenir avant. Dans l'interview, je vais dire « Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui, pour cette interview, j'accueille un invité de marque. Cet invité, c'est Jean-Pierre, l'auteur de la boîte à outils du négociateur, un expert de nanana qui a accompli nanana. Jean-Pierre, bonjour. Première question. Pourquoi est-il essentiel de thème de l'interview? La première question, c'est pourquoi. Les autres questions que je vais vous donner ne sont pas dans un ordre défini. Vous les mettrez, vous, dans l'ordre qui vous semble le plus logique par rapport à l'interview. Celle-là, par contre, doit être au début. À votre avis, pourquoi est-ce que je mets cette question-là au tout début de mon explication? Au tout début de mon interview? Pour captiver l'auditoire. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Ça donne le guide à l'interviewer.
Non, là c'est la question que je pose en direct à l'interviewé. Ça donne de l'intérêt à tout ce qui va suivre. Et une dernière suggestion, pour le motiver. C'est une question de motivation. Mon objectif ici, c'est effectivement de motiver la personne qui va écouter l'interview à écouter du début jusqu'à la fin. Si je commence comme ça, évidemment, pourquoi est-ce que c'est essentiel? Quels sont les... et surtout, on peut aussi l'orienter dans l'autre sens en disant pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas faire telle erreur? Donc, pourquoi est-ce que c'est essentiel? Deuxième type de question. À quelles étapes, à quelles erreurs, quels sont les points auxquels il faut être attentif? Donc, quels sont les signes auxquels on doit être attentif quand? Autre type de question essentielle dans une interview où on essaie d'obtenir l'information. Comment se préparer? La question qui fait toujours mouche chez nos prospects, quels sont les obstacles les plus fréquents? Donc jusqu'ici, imaginons notre prospect. Puisque ici, toutes nos questions, on les a posées du point de vue du client. Imaginons notre prospect, il va accomplir sa randonnée dans notre produit d'information. Au début, on l'a motivé. Il est chaud comme la braise, il veut à tout prix arriver au bout de l'interview. On lui a expliqué pourquoi il doit faire tout le trajet. Ensuite, on lui a expliqué comment se préparer. Il va préparer son sac à dos, il va mettre ce qu'il faut, il est prêt pour la course. On lui a expliqué les signes qu'il doit observer pour être sûr d'être sur le bon chemin. On lui a expliqué aussi à l'avance quels vont être les obstacles qu'il va rencontrer. Maintenant, la question qu'il manque et qui va tout de suite venir dans son esprit, ou alors qui va lui venir quand il sera sur le terrain, c'est que faire si on se retrouve bloqué? Donc, que faire face à l'obstacle? Une autre question, et je pense que certains d'entre vous réalisent que ces questions, qui sont des questions d'interview, sont aussi des questions qui sont essentielles dans votre propre produit d'information, mais si vous le rédigez vous-même, pour avoir la réponse à tout ça. Une autre question essentielle, là je pose la question à l'expert pour qu'il réponde dans l'interview. Mais si moi j'écrivais un livre sur le management, par exemple, je vérifierais que dans mon livre, j'ai répondu à toutes ces questions-là. La question qui tue, c'est quelle est l'erreur qui tue? Donc, quelle est l'erreur à ne jamais commettre? Donc, cette question-là, elle a de l'intérêt pour le prospect au moment où il apprend le produit, mais elle a aussi énormément d'intérêt quand on vend le produit. Est-ce que vous pouvez me donner, quelqu'un peut me donner juste son secteur d'activité, là, rapidement? Imaginons que je forme les coachs sportifs. Dans ma liste d'arguments pour les convaincre, j'ai l'argument suivant. Tu me dis si tu penses qu'il y a des chances que le coach sportif soit intéressé ou achète. Dans ma liste d'arguments du contenu du produit, je dis, vous allez aussi découvrir l'erreur à ne jamais commettre si vous ne voulez pas qu'un de vos clients vous fasse un procès qui vous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il y a des chances que le coach sportif ait envie de savoir? Oui, c'est possible. L'erreur à ne jamais commettre. Donc, je pose la question dans l'interview ou alors je réfléchis quand je crée mon produit, quelle est l'erreur? Ensuite, ça c'est une question qui est facultative, mais que j'aime bien inclure dans une interview. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour jouer sur une corde sensible de la façon de fonctionner des gens. Dans quelle limite peut-on faire ce qu'on vient de recommander? Donc cette question-là, c'est une question qui temporise. Alors elle a un défaut, c'est que c'est la question qui donne l'excuse au prospect. Mais quand on vend le produit, c'est aussi une question qui est importante. Je donne un exemple. Là, dans son interview, l'expert va répondre qu'il faut aller dans le sens du client. Il faut donner davantage, etc. La question, c'est dans quelle limite faut-il aller dans le sens du client? En produit sur le conseil amoureux, ça serait jusqu'où peut-on aller en tant que séducteur? Jusqu'où peut-on oser quand on séduit? Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que mon prospect, il est déjà à l'arrêt. La première chose à laquelle il pense quand je lui dis de démarrer, c'est oui, mais à quel moment c'est vraiment trop vite? Ou c'est trop? Parce que je suis timide, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas être trop pas timide? Donc ça, c'est la question. Donc ça, c'est une question facultative, vous voulez la mettre entre parenthèses, c'est dans quelle limite faut-il appliquer le conseil? Donc la dernière question, c'est comment faire appel à vous, comment bénéficier de vos produits, de vos services, de vos conseils. Donc je vais vous lire à haute voix l'application et c'est elle qui avait rajouté la question que je vais vous donner dans un instant. Alors, donc l'objectif c'était découvrir comment obtenir et comprendre les réactions des clients pour adapter notre communication et mieux vendre. Première question, pourquoi est-il essentiel d'être à l'écoute des réactions des clients? Deuxième question, parlons tout d'abord des réactions de nos prospects, ceux qui n'ont pas encore acheté le produit. À quelle réaction faut-il être attentif pendant qu'on présente notre message de vente?
Et entre parenthèses, parce que je vous rappelle, le but c'est de tenir à peu près 9 questions, donc il y a des questions avec des parenthèses. Comment recueillir ces réactions et objections quand on vend à distance, par exemple sur Internet ou catalogue? Donc ce qu'elle a mis entre parenthèses, je pense que c'est elle qui se l'est mis comme façon de rebondir à la première réponse qui a été donnée. Comme ça, en fait, il n'y a pas exactement 9 questions. Question suivante. Faut-il essayer d'éviter les objections ou bien de soulever un maximum d'objections pour y répondre? Question suivante. Peut-on se préparer à l'avance aux objections potentielles du client? Comment les prévoir? Là, vous voyez comment on avance dans le schéma. Ensuite, quelles sont les objections les plus communes et comment réagir? Entre parenthèses, à poser un rebondissement, y a-t-il des réponses toutes faites pour certaines objections? Demandez exemple concret. Et ça, c'est elle qui l'a rajouté, et c'est une très bonne chose parce que j'ai l'habitude de le faire dans les cours, dans les formations, mais je n'ai pas l'habitude de poser la question. Donc, vous pouvez rajouter ce type de question, c'est solution toute faite ou exemple tout fait à utiliser. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour chacune des questions auxquelles votre expert a donné une réponse. Donc, dans un produit d'information, comme par exemple là à l'instant, je vais vous demander de mettre votre chapeau de formateur. Ce que je vais faire en vous transmettant le PDF qui a les questions prêtes à utilisation et le modèle, c'est un exemple de comment dans votre produit intégrer au moins à un endroit un modèle tout fait. L'avantage du modèle tout fait, c'est que ça permet, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que j'appelle l'offre irrésistible, ça permet de donner un aspect baguette magique au produit. Il y a au moins une chose qu'on peut faire tout de suite parce qu'elle est déjà faite. On peut la mettre à profit tout de suite. Ensuite, que faire si on se retrouve bloqué, démuni face à une objection inattendue? On est passé sur la question suivante. Elle rebondit avec « Comment s'en servir pour les prochaines ventes? Est-ce qu'on peut réutiliser les mêmes réponses à chaque fois qu'on a la même objection ?» Réponse toute faite. Quelle serait l'erreur à ne jamais commettre face à une objection du client? Alors en fait, elle m'a transmis des textes d'autres interviews et en fait, elle avait juste copié-collé le début de toutes les phrases. Donc c'était « Quelle serait l'erreur à ne jamais commettre face à nana ?» Quelle serait? Dans quelle limite peut-on aller dans le sens du client? Par exemple, si on a un produit haut de gamme et qu'on répond à une objection sur le prix, comment éviter de paraître incohérent? Doit-on considérer un refus comme définitif ou bien y a-t-il une chance de convaincre le client potentiel pour plus tard? Maintenant, abordons l'après-vente. Comment récupérer les avis des clients? Donc ça, c'est juste une question en plus. Comment peut-on utiliser les avis et témoignages par la suite? C'est une question en plus. Pouvez-vous préciser à qui vos conseils s'adressent et comment on peut faire appel à vous? Donc ça, c'est la partie où l'expert peut se vendre. Vous constaterez qu'elle se trouve à quel moment de l'interview? À la fin. Mais l'expert a déjà la liste des questions. Comme il a déjà la liste des questions, il sait qu'on ne va pas éviter de mentionner son nom ou de le citer. Il sait qu'il a son espace de promotion. Qu'est-ce qui se passe si je sais, en tant qu'expert, qu'à la fin de l'interview, je vais pouvoir faire ma pub? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas pendant le reste de l'interview? Ma pub. Donc en fait, ça permet à la fois de le rassurer, il sait qu'il va pouvoir faire sa promo, et surtout ça permet d'obtenir des vraies réponses aux questions, ce qui n'est pas en mode « oui, alors ça, c'est dans mon livre, mais si vous avez une autre question, n'hésitez pas. » D'accord? Ça n'arrive pas au moins comme ça. Et voilà, et à la fin, merci, je rappelle que vous êtes l'auteur de Nanana et qu'on peut vous retrouver sur telle adresse de site. Au revoir Jean-Pierre, merci, au revoir. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre? Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.